Donc bonjour à tous et bienvenue donc pour cette première édition de l'Université populaire de l'année. C'est l'amour de la nature qui nous réunit aujourd'hui autour de Alexandre Lacroix et des deux témoins locaux de cette soirée qui sont Marie Bixel du Jet du Rousset et Florence Lemot, artiste, que je vous présenterai un petit peu plus tard dans la soirée. Elles interviendront après la conférence d'Alexandre Lacroix et vous pourrez ensuite poser vos questions à nos trois intervenants ou réagir. Des micros circuleront à ce moment-là. Et nous nous retrouverons enfin à l'extérieur de la salle pour le verre de l'amitié et la dédicace des ouvrages apportés par le cadran lunaire que vous avez vu à l'extérieur. Alors Alexandre Lacroix, Éric l'a dit tout à l'heure, nous a déjà fait l'amitié de venir dans cette université populaire. C'était en mai 2017, sur une thématique bien différente qui liait le numérique et l'humanisme. Nous étions loin de la beauté de la nature, mais c'était déjà avec un regard de philosophe, puisque vous êtes rédacteur en chef et aussi créateur de Philosophie Magazine. Un magazine, je précise, qui est à la disposition de nos adhérents dans le foyer et qui disparaît régulièrement, ce qui est plutôt bon signe. Vous avez vécu aussi 6 ans à Azé dans votre jeunesse et vous êtes encore, je crois, propriétaire à Chauffaille. On peut imaginer que les paysages du Mâconnais ont influé sur votre amour de la nature comme ils avaient inspiré Lamartine, c'est dire. Hors ce fait d'armes que de bien connaître la région, vous êtes enseignant à Sciences Po, président et cofondateur de l'école d'écriture Les Mots. Et à propos de mots, vous êtes également directeur de la collection Les Grands Mots chez un éditeur dont je retrouverai le nom ici, Autrement Éditeur, une collection qui va de faut-il vraiment penser aux autres jusqu'à la procrastination. Vous écrivez vous-même, bien sûr, 18 ouvrages à ce jour, dont une dizaine de romans et des essais qui vont, eux, du désir de tuer à la contribution à la théorie du baiser, en passant par Ce qui nous relie, que nous avions donc traité lors de votre précédente venue. Aujourd'hui, vous vous interrogez devant la beauté de la nature, votre dernier livre sorti il y a 15 jours aux éditions Alary. Vous vous interrogez sur la nature, après vous êtes questionné dans vos essais ou vos articles sur tant d'autres expressions de notre humanité. Vous assumez ce choix parfaitement quand vous dites dans votre prologue « Regardez le ciel étoilé, regardez un autre être humain dans les yeux, il y a là 2 chemins d'accès à l'essence de toute chose. » L'essence de toute chose. Comment l'approcher quand nous dites-vous l'humanité a organisé sa propre séparation de la nature et que cela joue sur notre façon de nous comporter et d'être au monde. Vous nous faites réfléchir sur ce qu'il nous faut faire pour dépasser l'effondrement de notre capacité à percevoir les paysages. Vous balayez nos sens et leurs organes et comment ils peuvent être des récepteurs pervertis de notre ressenti. Dans un chapitre sur l'œil, vous nous affirmez que la nature est encore belle quand on n'a pas Dieu pour la voir. Vous évoquez le nez et le processus de civilisation qui a retourné nos instincts. Le son, où vous racontez les eaux de la Mouge, la Mouge, ici, une autre rivière, la Mouge, qui mouge, dites-vous. Les papilles, la peau, l'éloge du bronzage. Vous l'affirmez, nous avons perdu le contact. Nos sens se sont au mieux émoussés. Notre rapport à la nature est aussi, nous dites-vous, notre rapport au temps. Notre temps social nous enserre au détriment de la temporalité élargie de la nature. Alors vous vous interrogez à la fin de votre ouvrage comment réinstaller l'homme dans la nature, parce que c'est ainsi, nous dites-vous, que l'on empêchera la dévastation d'avoir lieu. À un moment où l'écologie est devenue autre chose qu'un mouvement politique, mais un nécessaire mode de vie, cette question de la place de la nature dans notre existence interroge plus que notre sens esthétique, mais peut-être bien notre instinct de vie. Alexandre, je vous laisse la parole. Merci pour cette invitation, merci également, bien sûr, pour cette longue et présentation étayée, précise. Voilà, donc c'est évidemment un plaisir que de revenir ici à Mâcon,
où j'ai passé un peu de temps au début des années 2000. Alors oui, on va projeter quelques images d'ailleurs du point de vue logistique. Comment... C'est moi qui l'ai. D'accord. Vous voulez bien faire un petit signe, j'appuierai sur les. On fera comme ça. Voilà, on va projeter quelques images parce que c'est vraiment un sujet sur lequel il est intéressant de joindre l'image au discours. Alors on peut peut-être passer à la première diapo et entrer maintenant directement dans le vif du sujet. Je dirais que c'est un peu délicat de venir parler de la beauté de la nature. Ici, en Saône-et-Loire, c'est un peu comme vouloir engager la conversation sur la cuisine avec un chef étoilé, c'est-à-dire que vous êtes placé au quotidien, très probablement, devant des collines, des paysages, des jardins, des forêts qui vous enchantent, devant des changements des couleurs de la vigne, selon les saisons, qui se renouvellent et qui, chaque jour, vous émerveillent un peu. Alors, on ne ressent pas forcément le besoin, quand on habite ici, dans ce paysage, de voyager. Pourtant, ce que je note à propos de nos contemporains, et indépendamment de toute conviction écologique ou politique, c'est qu'il y a un besoin des êtres humains, en particulier de ceux qui ne sont pas en Saône-et-Loire et qui vivent dans les villes, de garder un contact avec la nature, et que quand nos contemporains ont, et j'en fais vraiment en partie, enfin quand nous avons ces deux ressources rares que sont le temps et l'argent, que nous avons un peu de temps devant nous, un peu d'argent devant nous, que faisons-nous? Ben souvent, nous voyageons, non pas pour aller voir des villes, principalement pour aller voir des paysages, en fait, des bords de mer, des montagnes, des déserts, des forêts. Nous avons sans cesse besoin de renouer avec ces admirations, avec ces expériences esthétiques. Et c'est là-dessus, c'est sur une expérience de voyage que j'ouvre mon essai. Et cette expérience, je vais la raconter parce qu'il me semble que c'est une expérience toute simple qu'on peut faire quand on est touriste, mais qui en fait ouvre un questionnement philosophique qui, lui, est assez vertigineux. Vous voyez ici une photographie de coucher de soleil. C'est un coucher de soleil vu depuis l'île de Santorin. Donc c'est une des îles les plus méridionales de la Grèce. C'est une île volcanique qui a cette particularité, donc elle a des falaises de roches volcaniques qui surplombent la mer, qui permet de voir très loin, et les couchers de soleil y sont particulièrement merveilleux. Il y a quelques années, j'ai observé l'un de ces couchers de soleil dans un café. Alors il paraît qu'il en existe plusieurs dans différents endroits touristiques, des cafés qui s'appellent Sunset Café. Quand un café s'appelle Sunset Café, c'est signe que c'est l'endroit où il faut se trouver au moment du crépuscule pour avoir la meilleure vue sur l'horizon. Donc je me trouvais là-bas. Et c'était tout simplement merveilleux, c'était un coucher de soleil parfait. Il faut essayer de s'imaginer le soleil qui descend petit à petit, la mer, le rouge qui monte de l'horizon, le jaune, le balai des couleurs, et puis le disque du soleil qui vraiment disparaît petit à petit derrière la ligne d'horizon, et c'est comme un chronomètre, un compte à rebours, enfin, c'est-à-dire qu'on le voit à l'œil nu se déplacer, passer derrière la Terre, pour l'observateur que nous sommes. Et la nuit arrive par derrière, donc c'est un grand moment de beauté. C'est toujours une belle expérience. Et là, ce qui s'est passé dans ce café, c'est que vraiment, à l'instant précis où le soleil a disparu, c'est-à-dire ce dernier petit point lumineux suspendu, accroché à l'horizon, se noie, en quelque sorte, dans la mer Égée, à cet instant-là, les gens m'ont applaudi. Et jusqu'ici, j'étais tout simplement en admiration, mais là, il y a quelque chose comme une question philosophique qui a surgi en moi, mais qu'est-ce qu'on applaudit au juste? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi cette admiration? Pourquoi cette espèce de gratitude? Pourquoi ce geste social aussi, alors qu'il s'agit simplement du soleil, que ce n'est pas un acteur, ce n'est pas un comédien? C'est là une question, en fait, philosophique à laquelle il n'est pas si simple de répondre. Je dirais d'ailleurs que c'est l'une des questions les plus urgentes ou les plus importantes auxquelles doivent se confronter en général les athées. Mais je vais expliquer pourquoi. C'est-à-dire cette beauté de la nature recèle un mystère qu'il faut essayer de sonder. Alors, pourquoi? Parce que la question de la beauté des œuvres d'art, en général, n'est pas très mystérieuse. On comprend ce qu'on admire quand on admire, je ne sais pas, une symphonie de Mahler, un tableau du Caravage. Ce qu'on admire dans l'œuvre d'art, c'est la virtuosité, la maîtrise technique d'un autre être humain, et puis sa capacité à nous transmettre des émotions, à nous dire quelque chose de la condition humaine. Mais l'art, c'est encore de l'humain qui s'adresse à l'humain, c'est-à-dire que c'est encore pris dans le réseau de nos interactions sociales.
Et donc finalement, la virtuosité de l'autre humain, son intériorité, ses pensées, ses émotions, c'est ce qui nous fait partager à travers son œuvre. On comprend qu'on admire cela. Ce qu'on admire dans la nature, c'est beaucoup plus difficile à cerner. Qu'est-ce qu'on va admirer dans la nature? Je pense qu'il y a une différence complète en fait de nature, d'essence, entre les œuvres d'art et les paysages. Il ne s'agit pas du tout de la même chose. Seulement, pendant longtemps, cette question du beau naturel, enfin des raisons pour lesquelles on admire la nature, ne s'est pas posée en philosophie à cause, disons, de la prédominance de la vision monothéiste du monde. Une vision selon laquelle la nature est l'œuvre d'un artiste omnipotent, d'un artiste omniscient, d'un artiste infini, éternel, enfin j'ai nommé Dieu. Et donc il y a cette idée, si vous voulez, qui est propre au monothéisme et au christianisme, que la nature est une création de Dieu, c'est la plus grande des œuvres d'art, c'est un artefact divin, et que l'homme, quand lui, à son tour, crée et fait des œuvres d'art, imite à sa façon imparfaite le geste divin. Et donc, il y a une proportion des rapports entre créateur, création, créature. C'est d'ailleurs assez bien résumé ou condensé par une phrase de Victor Hugo, cette affaire-là, cette vision des choses-là. Victor Hugo dit la nature est à Dieu ce que l'art est à l'homme. On voit que là, on a véritablement l'explication monothéiste de la beauté de la nature. Et de ce point de vue, ça n'est pas un problème, ça n'est pas un mystère, la beauté de la nature. L'explication est toute trouvée. Alors, ça va, je ne parle pas trop vite, c'est clair. Ouais, bon. Alors, au moment du siècle des Lumières, s'écrivent des premiers traités d'esthétique. Et dans ces tout premiers traités, chez David Hume, chez Alexander Baumgarten, et plus encore chez Emmanuel Kant, dans sa critique de la faculté de juger, on a la surprise, pour un lecteur contemporain c'est surprenant, de voir que les œuvres d'art et les paysages sont mis exactement sur le même plan. C'est-à-dire que Kant va pouvoir citer comme lieu ou exemple de l'émotion esthétique la symphonie, la construction de Saint-Pierre de Rome, mais aussi tout aussi bien le ciel étoilé, ou la coquille du coquillage avec sa forme géométrique. Il met ça exactement sur le même plan. Pourtant, il devrait faire une distinction conceptuelle entre les deux, c'est pas la même chose, la nature et l'œuvre d'art, mais parce que justement ça lui paraît des deux côtés artefact. Alors, quand cette vision religieuse du monde s'affaiblit, sous l'effet des Lumières, sous l'effet d'une nouvelle vision qui se met en place et sous l'effet de certaines percées scientifiques, on pourrait se dire que la question de la beauté de la nature aurait dû surgir. Mais là, elle va être cadenassée par un geste assez autoritaire et assez décisif pour 2 siècles, en tout cas de Hegel, qui, de 1818 à 1829, dans sa chaire de l'Université de Berlin, tient un cours sur l'esthétique. C'est son gigantesque cours sur l'esthétique. Ça n'est pas tout à fait un livre de Hegel. Le livre de Hegel sur l'esthétique que vous trouvez, c'est en fait des notes de cours plus ou moins réordonnées, plus ou moins rapiécées. Mais enfin, dès le début, Hegel dit que l'esthétique est la discipline qui doit s'occuper du beau artistique, par exclusion du beau naturel. Il pose cette distinction tout de suite, c'est-à-dire il met de l'ordre, là où il y avait confusion chez Hume ou chez Kant entre les ordres, lui il voit bien qu'il y a une distinction, mais il spécialise l'esthétique comme étant une discipline qui s'occupe uniquement des œuvres d'art. Il ajoute aussitôt une phrase troublante et provocatrice. Il y a parfois l'humour et la provocation chez Hegel, il ne faut pas croire que c'est si sérieux que ça toujours. Et en fait, il dit que la pensée la plus médiocre qui traverse l'esprit d'un homme, alors vous pouvez imaginer, essayer de cerner la pensée la plus médiocre qui vous ait traversé l'esprit depuis ce matin. Voilà, si vous la tenez, si vous voyez à peu près ce que c'est, il dit que cette pensée-là est plus grande et plus belle, plus admirable que le soleil. C'est l'orgueil humain véritablement poussé à son comble que cette affirmation. C'est une provocation, mais c'est aussi sa manière de dire que tout ce qui est dans l'esprit humain est davantage chargé d'esprit que le paysage qui n'est que matière. Hegel est un idéaliste, c'est un philosophe idéaliste allemand, et en tant qu'idéaliste, il magnifie tout ce qui a trait au spirituel, à l'esprit, à l'intellectualité, et il critique ou il rejette, il écarte tout ce qui est lesté de matière, comme l'est la nature. Sa partition en fait des choses, ou son mot d'ordre pour l'esthétique a été entendu, si bien que l'esthétique est devenue cette discipline où on s'occupe du beau artistique.
Il existe pléthore de traités sur la peinture abstraite, la musique dodécaphonique, plein de traités d'esthétique. Et quand j'étais étudiant en philosophie, il y avait une répartition des disciplines qu'on étudiait, philosophie morale, philosophie politique et philosophie de l'art. C'est dire à quel point c'était clair. On ne parlait pas d'esthétique, mais de philosophie de l'art, c'était considéré comme de quasi synonyme. Donc la beauté de la nature, la beauté des paysages a été purement et simplement mise dehors du question, enfin rejetée en dehors du cercle des questions qu'elles s'intéressent les philosophes. Pas tout à fait tous les philosophes, parce qu'en fait ce dossier de la question de la beauté de la nature a été rouvert en 1966 par quelqu'un qui est peu connu, pas traduit, qui s'appelle Ronald Hepburn, qui est un philosophe britannique, qui a écrit, alors, donc un article pas traduit, je vais traduire comme ça le titre, mais enfin il faut le retrouver en anglais, qui a écrit cet article qui s'appelle L'esthétique contemporaine et l'oubli de la beauté naturelle. Et il appelle en 1966 ses collègues, les philosophes qui se préoccupent de beauté, qui se préoccupent d'esthétique, il les appelle à s'intéresser de nouveau à la nature et au paysage. Et en fait, il va être entendu, mais pas par beaucoup de monde. Il va être entendu non pas du tout par le grand public, non pas du tout par un très grand nombre de philosophes, mais par un petit groupe de penseurs qui ont constitué depuis 1966, il y a quand même un peu de temps qui s'est passé, il y a eu du travail de fait, qui vont constituer un nouveau petit domaine, là aussi rien n'est traduit, qu'on appelle l'esthétique environnementale. L'esthétique environnementale, il y a quelques départements d'esthétique environnementale dans quelques universités, surtout au Canada, qui est un pays leader. On peut penser que les grands espaces inspirent les philosophes là-bas, mais également aux États-Unis, un peu en Angleterre, en France rien du tout, et aucun de ces travaux n'est traduit parce que c'est une littérature uniquement scientifique, c'est-à-dire c'est une littérature de revue universitaire, de revue académique, il n'y a pas de livre en fait qui présenterait ces différents travaux. Néanmoins, au sein de cette esthétique environnementale, il y a 3 pistes de réponse à la question que je posais pour commencer. Qu'est-ce qui fait que nous trouvons beaux les couchers de soleil? Pourquoi les paysages nous émeuvent-ils? Que se passe-t-il dans notre relation esthétique à la nature? C'est dans la dimension de cette allocution de ce soir, ces 3 pistes que je vais vous présenter, donc, en 3 quarts d'heure. J'ai essayé de les synthétiser et de les présenter également. Elles occupent la première partie de mon livre. Je ne parlerai pas des sens, des choses qui occupent la suite du livre, mais déjà, je vais synthétiser ces 3 grands courants de pensée, ces 3 réponses possibles à la question que nous pose la beauté de la nature. Et puis, évidemment, parmi ces 3 pistes de réponse, j'en privilégierai une, mais je vous expliquerai pourquoi elle me paraît plus intéressante que les 2 autres. Voilà, alors, parmi les différents axes de réponse qu'on peut étudier, le premier, c'est une réponse par la biologie, par la théorie de l'évolution. Et là, l'idée est simple, l'idée est la suivante, c'est que ce qui fait que nous avons des émotions esthétiques très riches et variées devant les paysages, c'est qu'en fait, notre espèce, Homo sapiens, a évolué dans des environnements, dans des écosystèmes auxquels elle a dû s'adapter. Et donc, il y a eu un rapport d'adaptation passé avec ces environnements qui nous a façonné, qui a façonné nos organes de perception. C'est une longue histoire. D'après les squelettes les plus anciens que nous avons trouvés en Afrique du Nord, l'espèce Homo sapiens a 300 000 ans, donc c'est une longue évolution. Mais les chercheurs en psychologie évolutionniste qui se sont posé la question du beau naturel se sont dit que si jamais il y avait dans notre biologie, dans notre faculté de sentir, quelque chose qui avait été, pour ainsi dire, engravé dans l'ensemble de notre espèce, alors ça devait pouvoir se vérifier expérimentalement. Et donc il y a 2 chercheurs, John Falk et John Bowling, qui sont des théoriciens de l'évolution, qui ont procédé à des tests sur des groupes de population de tous âges aux États-Unis, et puis ces tests ont été reproduits par d'autres chercheurs ensuite en Scandinavie, en Italie, en Indonésie. Eux-mêmes ont fait passer ces tests en Afrique et les résultats sont extraordinairement convergents, ce qui fait qu'ils ont mis en évidence quelque chose dont je vais vous parler. Après, je vais vous faire passer le test, donc je ne dévoile pas tout à fait la conclusion à laquelle ils sont arrivés, mais ils ont testé en fait des photos de 5 biomes. On parle de biomes, hein, c'est le vocabulaire des biologistes, donc 5 milieux. 5 milieux qui ne sont pas choisis au hasard, ce sont des milieux dans lesquels Homo sapiens a évolué pendant une période significative et avec un nombre d'individus significatif. Parce que par exemple, les alentours
de Thulé, le Groenland, il y a des peuplements humains, mais ça n'est pas suffisamment significatif pour que des préférences permanentes pour les paysages soient nées dans un tel milieu et ensuite se soient répandues à l'ensemble de l'espèce. Donc c'est pour ça qu'ils ont restreint en fait leur champ de recherche à 5 biomes. Et donc on va faire le test ensemble. Je vais vous les montrer, ces 5 biomes. Alors pas avec les photos d'époque, ils sont perdus. J'ai correspondu avec John Falk et je lui ai demandé les photos, il m'a dit qu'il les avait perdues, c'est dommage. Mais on a l'avantage d'avoir des photos couleurs aujourd'hui. Alors, premier biome, la forêt tropicale. Mais attendez, après, on les récapitule, même si on va vite. Deuxième biome, le désert. Troisième biome, la forêt de conifères. Quatrième biome, la savane. Cinquième biome, la forêt de feuillus. Et là, ouais, vous allez les voir tous ensemble. Tous ensemble, et donc, allons-y, on va faire ça un peu à main levée, c'est pas un test complètement scientifique, mais qui préfère la forêt tropicale? 2, 3 préférences, 4 préférences. Bon. Qui préfère le désert? On peut voter plusieurs fois. Ah non, il faut donner une préférence une seule sur 5. Alors le désert surclasse la forêt tropicale, mais disons que c'est une dizaine de personnes. Qui a une préférence pour la forêt de conifères? Elle passe devant le désert, avec je dirais une douzaine de personnes. La savane? Tangent, mais peut-être un peu moins que la forêt de conifères. Et forêt de feuillus? Ouais, majorité. Alors, c'est à la fois divergent et convergent par rapport aux résultats obtenus par Falk et Bolling. C'est divergent sur un point, c'est que, en fait, ce qui ressort, c'est qu'en général, c'est la savane qui est préférée par les groupes. Seulement, elle est préférée jusqu'à l'âge de 15 ans, absolument, et encore plus jusqu'à l'âge de 30 ans. Et en fait, à partir de 15 ans, elle est mise en ballottage par la forêt de conifères ou par la forêt de feuillus, suivant les endroits du monde. Mais c'est souvent la forêt de feuillus qui l'emporte, comme ici ce soir. Alors, la conclusion qu'on retient de Falk et Bolling, c'est que, en fait, chez les enfants, chez les adolescents, chez les jeunes, s'exprime quasiment notre préhistoire, c'est-à-dire nos instincts, encore peu modelés et façonnés par la culture, et qu'ensuite c'est la culture qui prend le dessus, l'imprégnation culturelle qui prend le dessus, et que donc effectivement, surtout si on fait ce test, disons, en zone tempérée en hémisphère nord, où les forêts de feuillus sont parmi les contacts les plus riches qu'on a avec la nature, c'est la forêt de feuillus qui va l'emporter. Voilà, c'est l'explication de Falk et Bolling. Mais ils en ont néanmoins tiré une idée, c'est que les êtres humains avaient une préférence innée pour la savane. Alors c'est appuyé statistiquement, hein, je vous renvoie, je ne vais pas vous donner les chiffres, mais c'est assez bien étayé statistiquement par des graphiques, leur affaire. Et personne n'a réussi à dégommer leur hypothèse de la savane. C'est-à-dire, il y a eu des tests qui ont été refaits, des tests plus fins, plus complexes, mais on retombe toujours peu ou prou sur cette hypothèse. D'ailleurs, cette salle est 2 fois atypique parce que le biome le plus détesté, c'est le désert. En général, il arrive toujours en dernier. Alors, cette hypothèse de la savane, qui donc a perduré dans le domaine de la psychologie évolutionniste, qui a été maintenue longtemps, les auteurs sont revenus à la charge dans un article récent, en 2010, où ils montrent qu'il y a des sortes de conséquences pratiques ou d'applications dans notre monde contemporain. On peut peut-être regarder le slide suivant. Ils en citent 2, et je trouve que c'est presque, au-delà des statistiques, un des arguments les plus forts qu'ils peuvent produire. L'idée, c'est que, en fait, quand les êtres humains ont à leur disposition un morceau de terrain pour leur loisir, c'est-à-dire vraiment pour leur plaisir personnel, mais c'est tout aussi bien vous si vous avez un jardin ou un parc, enfin, mais pensez au jardin à la campagne, pensez au parc dans les grandes villes. Là, c'est une photo des jardins du Luxembourg à Paris, mais toutes les villes ont ce type de jardin. Pensez également au golf. Eh bien, ces lieux, en fait, réunissent une sorte de grammaire du paysage qui combine astucieusement tous les éléments qu'on trouve dans une savane. Dans une savane, il y a un certain nombre d'éléments. Il y a des arbres bas, c'est-à-dire des arbres pas trop hauts, mais ça veut dire qu'on peut probablement cueillir des fruits. Il y a de l'herbe,
Alors les herbes vont être hautes dans la savane, mais il y a de l'herbe, ça devient de la pelouse ou du gazon dans nos civilisations, mais enfin on retrouve quelque chose comme de l'herbe, des fleurs. Il faut qu'il y ait également des plans d'eau pour qu'une savane soit complète. Il y a des plans d'eau, il y a des rochers, il y a des bancs de sable, et il y a des buissons. Donc en fait, pardon ? Non, les savanes plairaient, l'idée c'est que les savanes plairaient tellement aux êtres humains, l'hypothèse de la savane serait tellement enracinée qu'on la reproduirait, qu'on façonnerait régulièrement le paysage à la ressemblance des savanes. Évidemment, cette hypothèse de la savane a quelque chose d'extrêmement frappant pour notre imaginaire, surtout si on pense que Homo sapiens vient des grandes plaines de l'Est africain. Il y a un raccourci qu'on est tenté de faire, c'est un raccourci fallacieux suivant les théoriciens de l'évolution, mais je ne rentre pas dans le détail, mais il y a un raccourci qu'on est tenté de faire, en tout cas, entre le berceau de l'humanité et puis ce goût pour les savanes. Cependant, est-ce que vous êtes complètement convaincu? C'est-à-dire, est-ce qu'à ce stade, on pourrait se dire qu'on a trouvé la réponse à la question que pose la beauté de la nature et qu'on arrête là? Oui? Non, on a l'impression qu'il manque quelque chose, qu'on n'a pas complètement... On n'est pas venu à bout de notre problème philosophique pour autant, même si c'est un travail intéressant. Et il y a une objection qu'on peut faire, surtout à l'heure qu'il est, on peut regarder le slide suivant, oui, parce que c'est une heure propice à ce genre de pensée ou de vision. Eh bien, oui, il y a une objection qu'on peut faire, qui est de dire qu'il y a une confusion conceptuelle, en fait, qui n'est pas due à l'alcool, chez ces théoriciens de l'évolution. Il y a une confusion conceptuelle. En fait, si vous songez à la première impression que vous a fait ce breuvage, la toute première, c'est-à-dire au jour où vous avez goûté, quand vous étiez enfant, du vin pour la première fois, sauf quelques-uns qui vraiment sont très précoces, je pense que vous n'avez pas aimé ça. C'est-à-dire que vous avez fait une grimace. Les enfants, en général, n'aiment pas les boissons fermentées, ils n'aiment pas le goût de l'alcool. En plus, dans le cas du vin, il y a de l'astringence, il peut y avoir de l'acidité. Donc, toute une série de saveurs, de textures qui ne sont pas évidentes pour les enfants. Donc, en fait, ça signifie que pour se mettre à aimer le vin, il faut une sorte d'éducation, une éducation du goût. Et qu'en esthétique, il en va souvent ainsi, c'est-à-dire que j'ai donné l'exemple du vin pour bien faire comprendre qu'il y avait en fait une différence entre ce qui nous paraissait agréable, mais ce qu'on était capable d'apprécier esthétiquement une fois qu'on avait surmonté l'impression même du désagréable. Mais c'est pareil en art, en fait, si on y songe. J'ai évoqué la musique atonale, on pourrait parler du free jazz, ce sont des musiques du hard rock, pour prendre un exemple de musique populaire, ce sont des musiques exigeantes à l'oreille. Si on entend ça pour la première fois, c'est une cacophonie, c'est une agression sonore. Et puis si on est initié, on peut commencer à les apprécier. Et donc, en fait, la confusion conceptuelle qui est présente dans ces théories de l'évolution, c'est une confusion entre le domaine de l'agréable et le domaine du beau. On peut tout à fait faire confiance aux biologistes, aux spécialistes de physiologie pour nous dire quels sont les milieux terrestres auxquels Homo sapiens est le mieux adapté par son corps. C'est-à-dire, il y a certainement des températures, des latitudes, des climats, des degrés d'humidité auxquels nous sommes mieux adaptés que d'autres. Et on peut entièrement faire confiance à la biologie pour déterminer les lieux d'habitation de ce point de vue-là idéaux pour l'homme en tant qu'ils sont les plus agréables physiologiquement. Cependant, quand on commence à parler de la beauté de la nature, on convoque une autre dimension et des mains se sont levées pour le désert, mais on peut penser que des lieux qui sont insupportables ou fort désagréables, mettons le Machu Picchu au milieu de la forêt amazonienne saturée d'humidité, le désert, la banquise, ou des lieux qui ne sont tout simplement pas des milieux de vie, je ne sais pas, le cratère d'un volcan, la Terre vue depuis la Lune. Ce sont des lieux, à proprement parler, invivables, tiens, la haute mer. Ce ne sont pas des environnements ou des écosystèmes dans lesquels Homo sapiens évolue, pourtant nous pouvons trouver ça beau. Ça veut dire qu'il faut bien distinguer le beau et l'agréable et qu'il y a une éducation de notre regard qui nous permet d'aimer des lieux et pour leur esthétique, pour leur qualité esthétique, quand bien même nous serions incapables d'y vivre une semaine ou un mois, parce que nous les trouverions insupportables, ou même nous y mourrions pour certains de ces lieux. Les abysses, par exemple. Donc, il faut aller ailleurs, et vous voyez que j'ai exploré rapidement, longtemps qu'il est parti, une première hypothèse qui est une hypothèse de type naturaliste.
eh bien, on peut faire la prendre presque à revers et à 180 degrés et explorer une hypothèse qui serait plutôt une hypothèse cette fois-ci de type culturaliste. On peut peut-être voir le slide suivant pour lancer ça. Culturaliste, c'est-à-dire faire l'hypothèse inverse, se dire que c'est l'art qui nous fait, qui façonne, en fait, c'est notre éducation artistique et esthétique qui nous permet de mieux aimer la nature. Alors, pour développer cette hypothèse, je vais convoquer une figure qui a été extrêmement célèbre en son temps, mais qui est complètement disparue des écrans radars, c'est William Gilpin. William Gilpin, c'est un homme qui est né en 1720, qui est né en 1803, qui est né en 1720, qui est mort en 1803, vous m'avez compris, qui a eu une vie de pasteur anglican, mais à l'époque, il ne s'agissait pas d'un ecclésiastique, il s'agissait d'un fonctionnaire, et ceux qui voulaient se consacrer aux beaux-arts et aux sciences embrassaient souvent la carrière ecclésiastique en Angleterre, ça donnait un revenu. Quand on n'était pas aristocrate, c'était la possibilité d'écrire, de peindre. Lui était peintre, et écrivain, amateur, et à un âge déjà relativement avancé pour quelqu'un qui se lance dans une carrière complètement nouvelle, il a eu une idée de génie. En fait, à 60 ans, il a publié le tout premier guide touristique. En fait, le premier livre qui ressemble à un guide touristique, et c'est une véritable révolution intellectuelle, parce que c'est la première fois, en fait, il existait beaucoup de récits de voyage. Mais c'est la première fois qu'un homme écrit un livre en se disant que son lecteur va refaire son voyage. C'est la première fois que quelqu'un dit « Allez voir ce château, n'allez pas voir celui-ci, allez voir ce panorama, cette colline, cette forêt, n'allez pas de ce côté-là, ça ne vaut pas le coup, vous perdez votre temps. » Et donc ce premier livre, publié au début des années 1780, s'appelle « Sur la rivière Wye ». La rivière Wye se trouve en Angleterre. Ça a littéralement jeté des dizaines de milliers d'Anglais sur les routes. C'est la rivière Wye, ça peut s'atteindre en 2 jours de calèche depuis Londres. Ça a donné lieu à la naissance du tourisme. Et puis lui, chaque été, a repris ce pli de faire un voyage, de faire des aquarelles, de faire des dessins, des relevés, parce que son livre, il a publié avec des reproductions des paysages, et de faire des textes qui sont des odes au paysage en fait, de la campagne anglaise, de l'Écosse, des Highlands, de l'Irlande, enfin de tous les lieux qu'il a visités, et en même temps qu'il fait des odes au paysage, il donne des conseils. Là où il rejoint, disons, je parle trop près peut-être, c'est ça du... Un petit peu, surtout pas le toucher, il est très caractériel. Alors là où William Gilpin a dans son propos une dimension philosophique, en fait, il a sans cesse une dimension philosophique. C'est-à-dire que là, c'est peut-être une différence avec les guides touristiques d'aujourd'hui. Le guide touristique devient une industrie, avec le guide Baedeker notamment, à partir des années 1830. Mais là, on est bien en amont, 50 ans avant, et lui-même, c'est un chercheur, en quelque sorte. Et donc, il parle sans cesse de certains concepts, et il invente un concept qui est le concept de picturesque en anglais, que je propose de maintenir en français, picturesque, parce que si on le traduit par pittoresque, on en manque complètement l'essence. Pittoresque en français, ça voudrait dire les colombages, les toits bressants par exemple, donc ce qui est couleur locale, joli, mignon. C'est parce que ça signifie dans l'esprit de Gilpin. Dans l'esprit de Gilpin, le picturesque, un paysage est picturesque s'il est digne d'être représenté en peinture. Ça veut dire que lui, quand il va dans la nature, la seule chose qu'il cherche, peut-être comme aujourd'hui des gens qui font des photos, c'est le coin qui est bien, qu'il est bon de peindre, le coin qui va faire un bon tableau. Mais ce qui est étonnant, c'est que son critère du picturesque, cette recherche du picturesque va le rendre incroyablement normatif. Là où Gilpin va être célèbre, il est lu par le roi, il est lu par Jane Austen, il est lu par Thoreau, il va être lu par tous ses contemporains, extrêmement influent, mais on va aussi se moquer de lui. Il y a des pastiches, les aventures du docteur Syntax, qui paraissent dans certains quotidiens à l'époque, des pastiches du style de Gilpin, parce qu'il se pose des questions très bizarres que personne ne s'était posées jusqu'à lui. Par exemple, il va trouver il va se poser des questions comme un rocher est-il plus beau avec de la mousse ou sans mousse? Il répondra avec de la mousse, il est davantage picturesque. Des rives de rivières sont-elles plus belles si elles sont rectilignes et uniformes ou si par exemple elles sont extrêmement accidentées avec des petits rochers, de la mousse, ce genre de choses. Réponse, à votre avis? Moi je parle plus là. C'est le complot. Oui, c'est
Quand c'est sinueux. Réponse. Bon, il faut. Oui, quand c'est sinueux, quand c'est accidenté. Le blanc, grande quantité, ça réfléchit le soleil, ça fait mal aux yeux, donc c'est laid. Donc il ne faut pas qu'il y ait trop de vaches dans un champ. 2 ou 3 ça va, mais plus ça devient laid. De temps en temps, il dit qu'il faudrait raser une colline ou une montagne, parce qu'elle est mal placée. Il va dire que certains arbres supportent de pousser seuls, par exemple le chêne, et que d'autres, pour le hêtre ou le bouleau, par exemple, être seul ou être isolé, ne pas être réunis en bosquet, c'est une catastrophe pour l'œil. Il propose de modifier les paysages quand ils n'ont pas les qualités du picturesque. Donc, il vient avec sa culture picturale à la nature, et dans la nature, il propose d'introduire des corrections. Et c'est vraiment lui qui a formé cet œil anglais pour le paysage, un œil en fait entièrement cultivé, qui se laisse peu impressionner par le paysage tel qu'il est, et ça va avoir des conséquences jusque dans la grande peinture anglaise de paysage. On peut peut-être regarder le slide suivant. Alors, c'est peu, c'est peu net cette image, mais il n'est pas possible pour moi de vous la proposer avec beaucoup plus de netteté, parce que le livre dont elle est tirée, cette gravure, n'est plus publié ni en anglais ni en français. Depuis les années 70, donc j'en ai un exemplaire. Il s'agit des peintres modernes, qui est le livre d'un grand critique anglais qui s'appelle John Ruskin, qui était devenu l'ami personnel de William Turner. Et alors, les peintres modernes, c'est une saga, une sorte de grand cycle intellectuel en 5 volumes, mais il devient fou, Ruskin. Donc à la fin, c'est un délire schizophrène. En tout cas, Ruskin et Turner font des voyages ensemble, et là, ils sont en Italie. Ils s'arrêtent, ils descendent en fait le col du Feido vers la Suisse italienne, dans les Alpes, et ils font chacun un dessin, un relevé. Et Ruskin a l'honnêteté d'opposer son propre relevé à celui de Turner. Ruskin dit voilà, je suis un mauvais dessinateur, un dessinateur amateur, donc moi ce que je peux faire de mieux, c'est quelque chose de ressemblant. Quand on est mauvais, il vaut mieux chercher la ressemblance. Mais Turner est un génie. Donc il va corriger le paysage. Vous voyez, dans le paysage, il y a des problèmes. Il y a par exemple un petit pont, on le fait sauter, c'est mieux. C'est un peu trop ouvert là-bas dans la vallée. Il vaut mieux fermer l'horizon par des montagnes beaucoup plus dramatiques. Il y a quelques rochers placés sur le devant. En fait, ce serait vraiment beaucoup mieux s'il y avait un éboulis absolument fantastique. À ce titre d'ailleurs, Ruskin dit au passage que Turner aime autant les rochers que les ananas, ce qui est une réflexion un peu bizarre sur ces Anglais et sur leur mœurs et leur goût pour le paysage. Donc, effectivement, Turner se plante devant le paysage, mais il corrige. Il se conduit comme Gilpin. Et d'ailleurs, il se conduit complètement comme Gilpin parce qu'il vit comme lui. L'été, il fait un voyage. Et l'hiver, alors Gilpin écrivait ses guides et lui peint en atelier. Donc c'est vraiment le style de vie de Gilpin, le mode de rapport à la nature de Gilpin qui a déteint sur Ruskin et Turner, avec toujours cette idée que l'œil humain doit corriger ce que la nature fait mal. On peut voir peut-être aussi le slide suivant. Cette théorie du picturesque a un impact assez direct sur les jardins anglais, en fait. Puisque c'est purement et simplement le jardin anglais une mise en application du picturesque. Il existe à cet égard, on peut peut-être changer de... C'est ce que je vais faire. Ouais. Il existe à cet égard un... Ah, d'accord. Ouais. Alors, il existe à cet égard un... Merci. J'ai perdu le fil. Jardin anglais, oui. Un livre tout à fait intriguant et intéressant, assez remarquable, d'un contemporain de Gilpin qui s'appelle Considération sur le beau, le sublime et le picturesque, d'un certain Hudal Price. Et la première partie, c'est un traité de philosophie, de vraie bonne philosophie. La deuxième partie, c'est un traité de jardinage. Pour dire d'ailleurs qu'il y a de la philosophie dans les traités de jardinage et dans les guides touristiques à l'époque, mais de la vraie philosophie. Hein. Et alors, l'idée est simple, par exemple, pour Hudal Price, quand vous plantez un arbre et que vous êtes un jardinier anglais, vous devez réfléchir très 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 longtemps au lieu où vous allez le planter, parce qu'après vous ne le retoucherez pas. Ni coupe, rien. Il ne faut pas tracer d'allée ni de jardin, il faut laisser l'herbe pousser. Il faut introduire des accidents sur les berges ou les rives, à la Gilpin, c'est-à-dire des accidents en fait, et un nombre d'essences en plus grand nombre que ce que la nature laissée toute seule est capable de faire. Donc la puissance, la dynamique de la nature ou de la physique, la physis est laissée intacte
On n'a pas cette obstination à rationaliser, à réguler, à encadrer qu'on voit partout à l'œuvre dans les jardins français qui sont des œuvres, on va dire, en un sens impérialiste, c'est-à-dire la civilisation plie entièrement la nature. Là, il y a une autre idée derrière. On procède exactement à la Turner. C'est par petites touches qu'on agit, par correctif. On introduit des accidents, on fait en sorte que les choses se passent bien. On réfléchit plus longtemps au terrain qu'on va acheter ou au rocher qu'on va poser, qu'est-ce qui va se passer ensuite, parce qu'on intervient peu quand on est un jardinier à l'anglaise. Alors, c'est une mise en application assez directe de ces théories. Il y a peut-être, on va passer au slide suivant, il y a une autre question qui est soulevée par ces Anglais que je trouve intéressante, c'est de savoir ce qui est laid dans la nature. Quel est le critère qui nous permet de décider du laid, puisque ce qu'on a vu, c'est que le picturesque, qui est considéré donc comme étant admirable, digne d'être reproduit en pâture, c'est-à-dire que le tronc tout à fait noueux d'un olivier peut être complètement picturesque. Des berges accidentées peuvent être picturesques. Donc difforme et picturesque, c'est conciliable. Difforme et sujet de peinture, c'est tout à fait conciliable. Donc qu'est-ce qui est laid? Ufdal Price, cette fois-ci, il répond, c'est pas Gilpin qui répond, mais c'est Price. Et Price dit le laid, c'est non pas ce qui est difforme, mais ce qui n'a pas de forme. L'arbre qui a été empêché de pousser de se développer par ses voisins dans la futaie, le glissement de boue, le glissement de terrain, l'arbre qui a été foudroyé, ce qui a perdu sa forme initiale, ce qui n'a pas de forme, un éboulis, c'est laid, selon Price. Alors j'ai essayé de choisir deux images qui correspondent au laid selon Price. Vous trouvez ça laid? Oui. Non, oui, un peu laid. Pas tant que ça. Le caractère déplaisant des arbres foudroyés, oui, enfin voilà, c'est l'une des pistes auxquelles on est mené quand on applique en fait des catégories directement artistiques à la nature. En tout cas, derrière ces courants de pensée, il y a une intuition assez forte, et on peut peut-être regarder le slide suivant parce que je sens que je vais avoir du mal à respecter les délais. Alors, l'intuition assez forte, c'est que, en fait, notre œil est complètement modelé par les œuvres d'art que nous connaissons. Alors, le grand art, hein, je prends Van Gogh et je vais revenir à cet exemple, mais aussi l'art populaire. C'est-à-dire que des paysages, nous en connaissons beaucoup à travers des films, à travers des photographies, à travers des cartes postales, à travers des fonds d'écran sur ordinateur, à travers des images postées sur Facebook ou sur Instagram. Nous sommes baignés en fait de représentations de la nature qui ont une influence sur notre œil, qui ne peuvent pas rester sans impact sur nous. Et donc, c'est vrai que c'est avec tout ça que nous allons dans le paysage, avec toute cette culture esthétique, avec cette culture picturale en fait du paysage. Et quand on voit une toile comme celle-là, la première chose qui vient à l'esprit, c'est que si on l'aime, enfin si on l'apprécie, mais vous vous êtes exclamé quand elle est arrivée, donc, oui c'est une belle toile, mais si on aime cette toile, la première chose qui vient à l'idée, c'est que ça ne ressemble pas du tout à une nuit étoilée. C'est-à-dire qu'en aucun cas, les étoiles dessinent dans le ciel ce genre de tourbillon, de spirale de feu. Ça n'est pas tous les jours le feu d'artifice que le ciel étoilé en Provence. Pour autant, la puissance d'une toile comme celle-là, c'est que si vous l'avez contemplée, admirez si elle vous plaît, et que vous allez près d'Arles, si vous allez près de la montagne Sainte-Victoire, dans le sud de la France, et que vous regardez la nuit étoilée en août, vous la voyez différemment. Vous la voyez autrement. Votre vision en fait, de la situation naturelle dans le paysage est enrichie par votre connaissance artistique. Donc il y a bien quelque chose disons, d'acceptable, enfin dans cette hypothèse, de solide dans cette hypothèse. On peut dire que notre œil est influencé par notre connaissance culturelle des paysages, en fait que c'est la culture qui nous fait aimer la nature. Mais c'est donc une hypothèse complètement opposée à celle de la psychologie évolutionniste. Mais une fois qu'on en est là, est-ce qu'on se dit que l'enquête est terminée, finie, et qu'on a une réponse définitive à notre question? Non, c'est le commencement. C'est le commencement. On a l'impression qu'il manque quelque chose, à la fois du côté des naturalistes et du côté des culturalistes. Que ces deux types ces deux pistes d'explication sont... Et donc, je voudrais venir à la troisième piste, que je vais sans doute... on peut regarder le slide suivant. Catherine, combien de temps me reste-t-il? Une dizaine de minutes. Une dizaine de minutes. Ah, ça me laisse quand même le temps de... Je vais aborder un sujet peut-être un peu plus difficile, enfin en tout cas plus difficile à faire tenir en 10 minutes.
Mais je pense que vous allez tout de suite comprendre de quoi il s'agit. On peut dire que, par opposition à ce qui se passe quand on voit une œuvre d'art, quand on apprécie une œuvre d'art, si belle soit-elle, il y a quelque chose de plus dans l'expérience de la nature. Il suffit de se tourner vers le ciel étoilé ou d'être au bord de la mer et de marcher, de voir l'horizon pour être saisi. Alors on est saisi par quoi? On est saisi par une sorte d'émotion qui elle-même est déjà métaphysique. C'est ça qui est différent du cercle dans lequel nous amènent les œuvres d'art. C'est que si vous vous représentez la situation où vous regardez le ciel étoilé, à un moment, aussitôt, toute votre vie personnelle, vos préoccupations, vos soucis quotidiens s'estompent et sont écrasés, ou enfin comme relativisés. C'est-à-dire, vous reprenez la mesure d'un cosmos qui ne se préoccupe pas de vos petits soucis, mais qui a un sens pour vous malgré tout. Et puis, même l'humanité, la place de l'humanité sur ce caillou à la dérive qu'est la Terre, devient un peu énigmatique. Ce qui se produit d'ailleurs dans cette expérience de regarder le ciel étoilé, c'est presque un petit événement métaphysique, parce que ça signifie qu'en vous, l'univers dessine une sorte de pli. C'est-à-dire que l'univers se reflète lui-même. Ce qui est mystérieux, c'est que non seulement il y a des étoiles en si grand nombre dispersées dans le ciel, lumineuses, mais qu'en plus, vous soyez une conscience éveillée, capable de dire, tiens, il y a des étoiles en grand nombre dans le ciel. C'est comme si, à travers vous, le ciel étoilé se regardait de lui-même, ou vous lui faisiez miroir. Et donc, c'est une expérience cosmique, métaphysique, mais on voit que je bute un petit peu sur les mots à employer. On pourrait dire, tiens, dans la nature, on se retrouve au contact de l'essentiel. On pourrait employer un certain nombre de synonymes. On se retrouve au contact du mystère, on se retrouve au contact de l'énigme de l'existence et de la vie. Quelque chose comme ça. Mais on voit ici qu'on arrive sur un terrain où il est difficile de rester rigoureux dans l'emploi des concepts. Il y a peut-être un auteur qui permet d'avancer sur ce terrain sans dire n'importe quoi et sans, disons, verser dans le mysticisme irrationnel. C'est Ludwig Wittgenstein, qui est un auteur donc autrichien, qui propose, à la fin d'un ouvrage réputé ardu, il faut le dire, dans toutes ses premières parties, le Tractatus Logico-Philosophicus, propose à la fin de cet ouvrage une définition de ce qu'il appelle le mystique. Cette définition, je voudrais vous la proposer assez rapidement, en 3-4 minutes, donc je vais faire ce que je peux, et ensuite vous dire quelles conclusions j'en tire et pourquoi ça me semble parlant. En fait, Wittgenstein conclut cet ouvrage par une phrase qui est restée assez célèbre, un peu comme le Je pense donc je suis, c'est une des phrases célèbres de l'histoire de la philosophie. Et il dit à la fin, sur ce dont on ne peut parler, il faut garder le silence. C'est parfois traduit, ce qu'on ne peut pas dire, il faut le taire. Mais le commentaire qu'on en fait quand on est en classe de terminale, par exemple, le plus souvent, ce qu'on entend, c'est que Wittgenstein, qui est de formation ingénieur, veut dire par là qu'il vaut mieux pas trop aller du côté de la métaphysique, de l'esthétique, parce qu'on va dire n'importe quoi, ou même de l'éthique, c'est-à-dire qu'il vaut mieux s'en tenir à des propositions solides, à des propositions démontrables, à ce que peut dire la science, et ne pas trop s'intéresser à ce sur quoi on ne peut pas mettre de mots précisément, à ce qui est de l'ordre de l'indicible. C'est une mauvaise lecture. En fait, Wittgenstein, dans les pages qui précèdent, forge son concept du mystique pour dire que justement, il y a des choses qui sont à rejeter dans une dimension dont on ne peut pas vraiment parler, et qu'il faut le taire. Mais en fait, le mystique, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est pas ce qu'il y a de moins important, c'est ce qu'il y a de plus important. Le mystique, c'est l'ensemble du domaine de l'esthétique, de l'éthique et de la métaphysique. Mais Wittgenstein dit une chose très belle, il dit que le mystique, il y a assurément de l'indicible, il se montre, c'est le mystique. Un peu plus loin, il dit que le mystique ne se démontre pas, il se montre. Le mot important, c'est « il se montre ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pour le bien et le mal, par exemple, je ne peux pas vous donner une définition du bien et du mal. C'est une chose sur laquelle je dois garder le silence parce que je ne peux pas vous démontrer scientifiquement ce qu'est le bien, ce qu'est le mal. Mais le bien et le mal, ça se montre. Ça ne se démontre pas, ça se montre. Ça veut dire qu'une mauvaise action, il y a quelque chose de mauvais qui se montre dans l'action, qui se montre à vous en fait. Il y a quelque chose dans la bonne action qui se manifeste également. Quand vous êtes en face de la bonne action, vous la reconnaissez comme bonne. Quand vous êtes en face de la mauvaise action, vous la reconnaissez comme mauvaise. C'est en soi assez mystérieux parce que vous n'avez pas de définition du bien et du mal. Et donc, c'est la même chose avec le beau, ou le laid d'ailleurs. C'est-à-dire que je ne peux pas vous proposer une définition scientifiquement solide et démontrable, étayée sur une argumentation parfaite de ce que serait le beau.
Néanmoins, le beau se montre. En fait, Wittgenstein dit quelque chose d'assez simple, mais si on reprend la situation dont je vous parlais, nous sommes émerveillés devant le ciel étoilé. Ce qu'il y a en fait de plus indicible, de plus énigmatique, de plus mystérieux, ce ciel étoilé qui se reflète en moi, moi qui dis tiens, je m'émerveille de ce ciel étoilé, c'est aussi ce qu'il y a de plus évident. Ça se montre, je le sens, c'est là, ça ne se dérobe pas du tout à ma perception, c'est absolument présent et complètement inexplicable. Que le plus évident soit aussi le plus inexplicable, en un sens, c'est précisément ce qu'essaye de nommer ou de décrire Wittgenstein dans la dernière partie du Tractatus. Voilà, j'espère que j'ai été clair dans cette présentation très au pas de course de la pensée de Wittgenstein, et je voudrais apporter un complément ou un prolongement. Il me semble que le fond donc, de l'expérience esthétique de la nature, c'est cette expérience de l'essentiel, cette expérience métaphysique, c'est ça qu'on va chercher dans les paysages, et c'est pour ça qu'on dit c'est beau. En fait, on dit c'est beau parce qu'on ne sait pas quoi dire, parce qu'on est dépassé, on est saturé par un vertige. La seule chose qui me gêne, en fait, chez la plupart des penseurs qui ont nommé ce vertige, des philosophes, c'est que chez Wittgenstein, le mot c'est le mystique, mais chez Kant, ce sera l'essence ou le noumen, en langage plus technique, chez d'autres philosophes, ce sera l'être, chez les croyants, ce sera Dieu. Donc, ce qui est beau derrière le paysage, c'est toujours un singulier. Ça me dérange un peu, cette histoire du singulier. J'ai envie de dire qu'on fait l'expérience de l'essentiel dans la nature, mais l'essentiel au singulier, il y a peut-être quelque chose d'un peu troublant. Alors, ça m'occupe un certain temps dans le livre pour aller plus loin, ou pour expliquer pourquoi je veux me délier du singulier, mais vous avez compris, mettre le singulier, c'est faire un saut, parce que ce que je perçois dans la nature, c'est du pluriel. Il y a une pluralité de végétaux, d'animaux, et puis il n'y a pas forcément de commune mesure entre le ver de terre, la fleur et l'étoile qui est si loin. Donc, ce dont je fais l'expérience, assurément, c'est d'une pluralité qui n'a pas d'ailleurs forcément une seule origine, j'en sais rien, une pluralité qui n'a de cesse de se renouveler en tout cas. Le monde ne s'effondre pas sur lui-même. La nature, le propre du paysage, c'est qu'il se renouvelle sans cesse. Les couleurs de la mer changent d'instant en instant. Et donc je cherchais un mot pour décrire ça, qui soit en même temps un concept philosophique acceptable, et je suis tombé sur le mot de source au pluriel. Source, le mot source, ça vient du latin surgir, surgere, surgir, donc le latin c'est surgere, c'est pas surgir, mais enfin c'est cette idée d'un surgissement permanent, d'un jaillissement permanent du paysage ou de la nature au devant de nous. Ce qui nous émerveille dans la nature, c'est ce jaillissement permanent, et c'est ce qui est complètement énigmatique. Qui est un être, une essence, un dieu, un mystique derrière, c'est déjà bien trop englobant, bien trop simplificateur pour parler de cette expérience. Et donc, ce vers quoi je tends au long de ma démonstration, mais que je fais ici qu'esquisser, c'est que ce qu'on va chercher dans le paysage, c'est un contact avec les sources. Mais au fond, le langage courant le dit aussi. On dit, tiens, je suis allé à la mer, ça m'a ressourcé. Voilà, alors, ce que je raconte converge complètement avec le langage le plus courant, et cette expression, en fait, en dit long, on va auprès des sources. Et c'est là qu'on dit que c'est beau. Quand bien même on n'a pas une définition très précise de ce beau, au sens où on n'a pas de canon ou de critères de la beauté naturelle qui soit absolument stable. La culture nous donne quelques pistes, mais enfin, pas complètement finies. Est-ce que je me tourne vers la maîtresse du temps? Est-ce que je peux encore parler 2 minutes? Mais je jure que je ne fais pas plus. 2, parce que j'ai épuisé mes 10 minutes. Alors, non, ce que je veux dire, c'est redonner une actualité à ce propos. On a décollé un petit peu en métaphysique, peut-être que ça reviendra dans vos questions, mais on peut peut-être regarder la suite. Cette expérience de la beauté de la nature, parce que j'ai parlé d'esthétique, mais parler d'esthétique naturelle ou d'esthétique environnementale, aujourd'hui, se double d'un enjeu qui est d'une urgence, en fait. C'est-à-dire que la plupart des traités d'esthétique sont déconnectés des grandes questions, de la question de la survie de l'espèce. C'est-à-dire, c'est bien de faire des traités sur la musique dodécaphonique ou la peinture abstraite, mais ce sont des questions ou des enjeux qui ne sont pas directement connectés à la survie de notre espèce. Ici, la question de notre lien à la nature, de notre lien esthétique au paysage, est liée à des enjeux profonds. Alors, je vais les brosser très, très rapidement. Bon, comme vous savez, il y a un réchauffement climatique dont on parle évidemment beaucoup depuis la publication du nouveau rapport du GIEC dimanche dernier. Donc sur les 15 années les plus chaudes connues, donc depuis 1894 appartiennent à notre siècle. On peut passer au slide suivant. Je pense que vous êtes déjà bien informés là-dessus, mais il y a une disparition des êtres vivants à part
les humains, il y a une autre statistique extrêmement troublante, c'est que les humains pèsent pour 97% du poids des vertébrés sur Terre. On laisse 3% au reste de toutes les espèces animales très nombreuses qui peuplent la planète. Alors tous ces chiffres sont à proprement parler ahurissants, mais les vertébrés, les invertébrés terrestres, les vertébrés d'eau douce, pardon, les vertébrés marins, les vertébrés terrestres, les vertébrés d'eau douce sont en disparition rapide, les plus menacés étant les vertébrés d'eau douce. En particulier, il y a une disparition presque totale, massive des grenouilles. Enfin, tout ça, vous le savez, vous l'avez suivi. On peut peut-être regarder le dernier slide. Il existe aussi à la surface des océans ce nouveau continent, qui est un continent de sacs plastiques créé par l'ensemble des courants marins. Ces sacs plastiques convergent, c'est immense. On observe également des taches mortes à la surface des océans, des zones où en fait le plancton a disparu. Il y en a une qui fait 2 fois la Belgique dans le golfe du Bengale. Ces taches mortes à la surface des océans s'étendent de 8% chaque année à l'heure actuelle. Et c'est pas sur cette note que je voudrais finir. Je voudrais finir sur... vous comprenez que je suis allé un peu en cavalcade. Mais vous connaissez déjà ces chiffres, ces rapports, ces choses inquiétantes. J'ai l'impression que néanmoins l'écologie politique, quand elle ne parle que de l'aspect catastrophique des choses, quand elle ne fait que des scénarios de catastrophes, se sépare en fait de l'opinion publique, et pour de bonnes raisons. C'est-à-dire que si vous voulez rallier les gens en leur parlant de catastrophes à venir, en tenant un langage chiffré qui est le langage de l'expertise, et en plus en culpabilisant chacun comme producteur et comme consommateur, vous ne devez pas en fait vous étonner de trouver en face de vous une sourde oreille. C'est peut-être pas de là qu'il faut partir. C'est-à-dire que quand bien même on voudrait promouvoir le discours de l'écologie politique, le promouvoir à travers un mélange d'expertise, de vision apocalyptique et de culpabilité n'est peut-être pas un très bon moyen. Et c'est ma conclusion. On peut faire un chemin un peu différent, un chemin de pensée un peu différent, c'est plutôt partir d'un émerveillement commun. Rappeler à chacun, et je pense que tous les consommateurs, tous les producteurs sont concernés, qu'il a besoin de la nature, un besoin existentiel, vital, besoin d'avoir pour soi, autour de soi, de beaux paysages, des forêts. Si demain on ne peut plus se baigner dans aucune mer du globe, parce que l'eau est devenue toxique, c'est ce qui est arrivé avec les rivières. On pouvait se baigner, on a perdu les rivières au XXe siècle, on pouvait se baigner dans toutes les rivières, dans la Saône, ça n'est plus le cas. Peut-être qu'on va perdre les océans et les mers au XXIe siècle, en tout cas c'est en bonne voie. Est-ce qu'on perd quelque chose de fondamental pour notre humanité? Alors, la réponse que feront beaucoup de gens est oui. Et donc si on part de cet émerveillement ou de ce besoin à partager, de se ressourcer, ou d'avoir un contact avec les paysages, alors là on peut peut-être se dire, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour rester fidèle à cet émerveillement? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour être fidèle à notre admiration esthétique? En fait, aborder le problème par la merveille et pas par la peur. Voilà, je vous remercie.